À 32 km à l'ouest d'Atlanta, se trouve la paisible ville de Conyers, en Géorgie. C'est à quelques minutes du cœur de la ville. Mais de bien des façons, on s'y sent comme dans un petit village, une communauté. C'est un endroit sécuritaire, où il y a peu de violence. Il doit y avoir 1 ou 2 homicides par année. Même que certaines années, il n'y en a pas du tout. Mais par un calme après-midi de janvier, un bruit strident retentit dans le quartier. On m'a appelé pour me convoquer au bureau du chef. Il devait être 15 ou 16 heures. Le chef m'a annoncé qu'il y avait eu un homicide et que le shérif du comté de Rockdale était sur les lieux. Les jumelles, Jasmia et Tasmia Whitehead, ont fait une horrible découverte. Par hasard, un député passait par là en voiture. Elles lui ont fait signe. Les jumelles ont couru jusqu'à la voiture et se sont mises à frapper dessus. Elles criaient qu'elles venaient de trouver leur mère morte. Pour le commandant Jackie Dunn et l'enquêteur en chef Ken Swift, c'est le premier meurtre de l'année. Quand on est arrivé, plusieurs agents étaient déjà en train de boucler le secteur. 2 jeunes filles étaient assises dans la fourgonnette et pleuraient à chaudes larmes. Ces 2 jeunes filles, qui paraissaient très gentilles, étaient traumatisées. L'une des jumelles se mordait l'intérieur de l'avant-bras. Elle nous a dit qu'elle le faisait machinalement lorsqu'elle était nerveuse. C'était très triste à voir. Il fallait tenir compte de leur état émotif. Alors, on faisait très attention. On devait procéder avec une grande délicatesse. Les jumelles indiquent à la police l'emplacement du corps de leur mère, Nikki Whitehead, 34 ans. Dans la maison de Nikki, c'était le chaos. Il y avait des objets par terre, des chaises renversées, des vases brisés sur le plancher. Et on voyait et sentait beaucoup de sang. On sentait le sang comme de la rouille sur une pièce de monnaie. C'était vraiment très fort. Nikki était là où ses filles affirmaient l'avoir découverte. Tout près de la chambre principale, dans une baignoire à remous, remplie d'eau. Elle était partiellement submergée, avec la tête hors de l'eau. Le fait qu'on ait trouvé son corps nu, sans vie, dans une baignoire pleine d'eau, nous a indiqué qu'il devait y avoir eu une lutte violente. La rare brutalité et la nature sadique de ce qui s'était passé dans cette maison, c'est quelque chose qui nous marque pour la vie. On n'est jamais prêt pour ça. Par contre, on a un travail important à faire et c'est ce qui doit passer en premier. L'extrême violence du crime donne aux enquêteurs un indice sur le tueur. Nikki avait reçu plus de 80 coups de couteau. Le tueur était enragé. Statistiquement, un aussi grand nombre de coups de couteau dénote une rage qui nous indique que l'agresseur était un proche de la victime. Ils doivent maintenant reconstituer les 24 dernières heures de vie de Nikki. La reconstitution des dernières heures de la vie d'une personne, avant la découverte de son corps, est cruciale. Ça nous permet d'inscrire sur une frise chronologique le nom des dernières personnes qui l'ont vue vivante.
De là, on peut ensuite éliminer des suspects ou déterminer qui a joué un rôle dans l'histoire. Comme c'étaient les jumelles qui avaient découvert leur mère, on a voulu les interroger en premier pour savoir ce qu'elles avaient vu et donner le coup d'envoi à notre enquête. Quand on les a fait asseoir dans la salle, Jasmiyah et Tasmiyah étaient très tristes. Elles pleuraient et elles étaient inconsolables. Ce qui est normal pour deux adolescentes qui viennent de trouver leur mère morte. Je ne voulais pas les laisser seules. Personne ne l'aurait voulu. Tout en douceur, les policiers tentent d'en apprendre plus sur leur mère. On a appris que Nikki était coiffeuse et qu'elle étudiait également au Collège Baylor, une école de mode. Elle aspirait donc à faire progresser sa carrière. Elle adorait les jumelles et Nikki leur faisait faire du cheerleading et de la danse. Elles avaient des A partout. C'étaient des élèves modèles. On leur parle ensuite de la dernière fois qu'ils ont vu leur mère. Elles m'ont dit que la nuit avant le meurtre, Nikki était allée, pour reprendre leurs mots, faire la fête. Elles se sont levées le lendemain matin, elles se sont préparées pour l'école, et lorsqu'elles ont frappé à la porte de la chambre de leur mère, elle n'a pas répondu. Donc, elles sont parties, comme à l'habitude. Elles ont dit qu'elles n'avaient pas vu leur mère du tout ce matin-là. On sait qu'elle était morte vers 16 heures, quand les filles sont rentrées de l'école. Ce qui laisse un laps de temps de 8 à 9 heures pour l'attaque. Pendant que les interrogatoires se poursuivent, on passe la scène de crime au peigne fin. C'était presque impossible de traverser le salon sans marcher sur quelque chose. Partout où notre regard se posait, il y avait des signes de lutte. Il fallait tout photographier, tout noter et tout répertorier. On devait donc faire très attention et avancer méthodiquement sur la scène de crime. C'est très important de recueillir le plus de preuves possible, même celles qui semblent insignifiantes. On ne connaîtra leur importance que plus tard dans l'enquête, quand on aura plus d'informations. On voyait qu'elle avait appuyé son dos contre le mur, qu'elle s'était déplacée sur toute sa surface et qu'elle se débattait. On voyait qu'elle avait atteint la porte arrière. Il y avait une empreinte ensanglantée sur la poignée. Elle avait tenté de s'échapper, mais c'était verrouillé. Finalement, on pouvait voir dans l'embrasure de sa porte de chambre qu'elle s'était agrippée au mur et elle avait laissé des traces de sang glissant jusqu'au sol. C'est là qu'il y avait le plus de sang. Et c'est là qu'elle a été tuée, selon nous. Sur le tapis, des traces de sang montraient qu'on l'avait traînée dans la chambre. Dans la maison, il n'y avait aucun des indicateurs qu'on retrouve habituellement dans un cas d'entrée par effraction, comme une serrure brisée, une porte défoncée ou une fenêtre cassée. On savait donc qu'elle avait laissé entrer son agresseur dans la maison. Les jumelles apprennent ensuite à la police qu'à leur retour à la maison, la porte était verrouillée. Quand une femme est assassinée, souvent les policiers se tournent d'abord vers son petit ami, son conjoint ou son mari, parce que c'est la personne dont elle est la plus proche et qui est la plus susceptible d'avoir des raisons de la tuer.
On a appris que le père biologique des filles avait disparu peu après leur naissance. Elles savaient qui il était, mais il vivait au Canada. On l'a éliminé de la liste des personnes d'intérêt dès le départ. Mais les filles disent que Nikki avait un homme dans sa vie. Les filles nous ont parlé d'un certain Robert Head et de la relation qu'il avait avec leur mère. C'était un camionneur qui s'absentait pendant de longues périodes de temps. Mais la maison était à lui et il leur permettait d'y habiter. Il y avait une différence d'âge notable entre les deux. Une vingtaine d'années, il me semble. Il était une sorte de bienfaiteur pour Nikki, et les filles le savaient. On peut dire que c'était une relation particulière. Puis, les jumelles fournissent un autre détail important qui donne à Robert un mobile potentiel. Does your mom have any other friends or anybody else that come over that you know of? Talked to a lot of men. Talked to some men, but the only one I've been hearing her talk to lately is Joe. Quand la police enquête sur une affaire impliquant un lien sexuel entre deux personnes et qu'elle découvre qu'il existe un triangle amoureux, elle la considérera sous cet angle et suivra cette piste pour vérifier si la personne trompée n'aurait pas préféré voir son partenaire mort plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Robert Head était évidemment une personne d'intérêt en raison de sa relation avec Nikki, étant donné qu'il y avait un autre petit ami dans le portrait. C'était extrêmement important qu'on le trouve pour lui parler. La découverte d'une possible liaison entre Nikki Whitehead et un autre homme font de son petit ami Robert le principal suspect pour son meurtre. Les jumelles ont dit que Robert avait entendu Nikki parler à un homme au téléphone le soir avant le meurtre. On devait vérifier si la jalousie était en cause. Mais d'abord, ils doivent trouver Robert. On a communiqué avec son employeur. Il conduisait son camion dans un autre état. Il le confronte avec les allégations des jumelles. Robert nous a dit que le soir avant le meurtre, ils s'étaient disputés à cause de leur entente, selon laquelle elle ne devait pas parler à d'autres hommes devant lui. Il lui avait dit qu'il l'aimait éperdument, qu'elle était sa princesse. Mais il était conscient de leur différence d'âge et il acceptait qu'en son absence, elle ait des petits amis. Mais quand il rentrait, il ne devait y avoir que lui. Les relations ouvertes sont courantes. Mais dans ce genre de relation, il arrive un moment où la personne ou l'une des personnes impliquées en a eu assez. Robert minimise leur dispute, mais la vérité se cache dans la ligne du temps. Il y avait un GPS dans le camion qu'il conduisait. On a donc pu déterminer à quel moment il avait quitté la ville. Il se trouvait à l'ouest et n'aurait évidemment pas pu commettre le crime. Satisfaite, la police se tourne vers l'autre homme du triangle amoureux. Elle avait un conjoint et un autre petit ami. On devait certainement examiner cette relation. Encore une fois, les filles de Nikki fournissent un indice crucial. Elles ont dit que leur mère s'était disputée avec son petit ami Joe au téléphone le soir juste avant l'incident. C'était vers 3 heures du matin. Elle criait à Joe, « Non, ne viens pas chez moi. » C'est la deuxième dispute de Nikki au cours des 24 dernières heures de sa vie. What do you know about Joe? Like, they argue a lot because
Cause she was like, have a nice life then. Yeah, because they were arguing last night. Était-ce une dispute qui avait mal tourné? C'est un mobile valable pour un meurtre. Et il fallait explorer cette avenue. Puis, des gens qui ont vu quelque chose le jour du meurtre viennent renforcer ses soupçons. Le porte-à-porte dans le quartier est toujours utile quand on enquête sur un incident comme celui-ci. Les voisins nous ont dit avoir vu une voiture noire garée devant la maison ou dans l'entrée. La voiture a été vue à 13h30. On devait absolument découvrir à qui elle appartenait. Très vite, on a fait une recherche sur Joe Carter et il y avait un véhicule noir immatriculé à son nom. La police piste Joe jusqu'à son travail. Joe est barbier et, comme par hasard, son salon est voisin de celui où Nikki travaille. Quand on est entré pour lui parler, tous les hommes qui se trouvaient au salon étaient très réticents et méprisants avec nous. Mais quand on a dit « c'est à propos de Nikki Whitehead » et c'est très important, je suppose qu'il a compris par le ton de notre voix qu'on n'était pas là pour lui poser des questions futiles. Quand on a dit à Joe ce qui s'était passé, il semblait sous le choc. Il a tenté d'allumer une cigarette, mais ses mains tremblaient. La réaction d'une personne en apprenant une nouvelle comme celle-là est toujours importante. En tant qu'enquêteur, on doit examiner les réactions. Sont-elles sincères ou sont-elles feintes? On observe la personne et on se dit « c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle nous cache ?» Joe Carter admet s'être disputé avec Nikki Whitehead le soir avant sa mort, et pour cette raison, la police le convoque au poste. On lui a dit « Notre but est de déterminer si vous êtes un suspect ou si on doit vous écarter. » Joe décrit leur relation comme étant plutôt houleuse. Dans une enquête, on se doit de découvrir la source de la dispute. Qu'est-ce qui causait des tensions? Ils s'étaient disputés à propos de sa consommation d'alcool et de la nature de leur relation. Joe soutient que le jour où Nikki a été tuée, il a passé toute la journée à son salon de coiffure, à plus de 25 km de là. On lui a demandé de faire un test polygraphique. Un test polygraphique permet uniquement d'obtenir de l'information, pas nécessairement des preuves, pour corroborer une intuition ou un renseignement qu'on a. Si vous avez des doutes sur la sincérité d'un témoin, un test polygraphique peut vous aider à prouver qu'il vous cache quelque chose. Mais il a réussi. Et il ne semblait pas vouloir nous duper. On a questionné ses collègues, qui ont tous confirmé son alibi. Sa réaction nous indiquait qu'il se souciait sincèrement de Nikki, qu'elle était importante pour lui. Le seul point qui reste en suspens, c'est la voiture noire. Le bureau de poste avait noté la plaque de cette voiture parce qu'elle était garée devant une boîte aux lettres. Et lorsqu'une voiture y reste plusieurs jours, ils doivent avertir les propriétaires. Or, ceux-ci étaient en visite chez des gens un peu plus haut dans la rue et s'étaient garés là innocemment. Dans les enquêtes criminelles, on suit parfois des pistes prometteuses qui ne mènent à rien. Mais la tournée du quartier révèle une autre piste. On interrogeait tous les gens qu'on croisait pour savoir ce qu'ils avaient vu.
On a appris que quelqu'un avait remarqué une voiture rouge garée dans l'entrée de Nikki ce jour-là. La voiture rouge est repérée à 15 heures, soit durant la plage horaire où les policiers croient que l'assaillant s'est introduit dans la maison. La voiture rouge était importante. Il nous fallait découvrir à qui elle appartenait. On a appris que Nikki avait une amie qui conduisait une voiture rouge. Alors évidemment, on l'a contactée. On lui a demandé si elle était allée chez Nikki ce jour-là. Et elle nous a tout de suite répondu « oui ». J'avais rendez-vous avec Nikki pour une coupe de cheveux. Nikki était maquilleuse et esthéticienne à ses heures. Elle recevait parfois des clients chez elle. Son amie s'était présentée. Elle avait frappé à la porte plusieurs fois, sans succès. Elle s'était dit que Nikki faisait peut-être la sieste ou qu'elle avait dû s'absenter pour une autre raison. Après un moment, comme personne ne lui ouvrait, elle est partie. Le registre du téléphone mobile de la femme confirme qu'elle n'est restée devant la maison que quelques minutes. La scène de crime nous indique que Nikki s'était débattue pendant une vingtaine de minutes. Son amie n'était donc pas impliquée dans l'incident. Elle devait être soulagée de ne pas être entrée. C'est leur dernière piste dans la recherche du tueur de Nikki. Nikki avait une carte professionnelle. Et sur cette carte, il y avait une photo de ses yeux. Je l'avais gardée et je l'avais mise sur mon bureau pour ne pas oublier que je devais la défendre. C'était spécial. Je voyais une femme au passé difficile, mais elle voulait une vie meilleure, non seulement pour elle, mais également pour ses enfants. Je m'inquiétais pour le sort de ces filles. J'espérais qu'un membre de leur famille pourrait en prendre soin. La femme que les jumelles appellent grand-maman est en fait leur arrière-grand-mère de 75 ans, Della Fraser. La police apprend que, jusqu'à tout récemment, Della avait la garde légale des deux filles. On a appris que Nikki avait grandi dans la rue. Elle avait été élevée par Della, sa grand-mère, et était tombée enceinte des jumelles à 17 ans. Nikki était présente dans leur vie. Mais c'est Della qui assumait la responsabilité d'élever ses filles. Quand Nikki a rencontré Robert, elle s'est stabilisée. Elle voulait offrir à ses filles un environnement stable, et elle croyait pouvoir le faire avec l'aide de Robert. Nikki croyait qu'en raison de son âge, Della ne pouvait pas fournir aux deux adolescentes l'encadrement strict dont elles avaient besoin à ce stade. Selon le tribunal de la jeunesse du comté de Rockdale, c'était important que les filles établissent une relation avec leur mère. Et pour ce faire, elles devaient vivre avec elle. Les deux filles avaient réintégré la vie de leur mère à peine quelques semaines avant le meurtre. Les enquêteurs apprennent que la famille a un passé fracturé. Della Fraser, qui se trouvait à être l'arrière-grand-mère des jumelles, était à couteau tiré avec Nikki. Elle adorait les jumelles, et selon elle, c'était préférable qu'elle les élève. Sa relation avec Nikki était tendue. Ainsi, de grand-mère dévouée, Della devient une personne d'intérêt. Les meurtres familiaux sont plus courants qu'on ne pense. Ils peuvent être planifiés ou commis dans un accès de rage. Ça peut nous sembler épouvantable, mais hélas, les meurtres familiaux ne sont pas si rares.
Quand on enquête sur un drame de cette nature, on ne peut éliminer personne sans avoir d'abord examiné chaque scénario possible et déterminer où étaient les suspects, ce qu'ils faisaient et quel genre de relation ils entretenaient avec la victime. La police apprend également l'existence d'autres enjeux. Comme elle avait 2 mineurs à sa charge, Della recevait une aide financière de l'État. Quand elles sont parties vivre avec Nikki, elle a dû renoncer à une partie de ses revenus, ce qui pouvait être une motivation. Le mobile de meurtre familial peut être l'argent, la perte d'argent. C'est un motif très puissant. Un désaccord quant à la garde des enfants fait de Della Fraser la nouvelle personne d'intérêt dans le meurtre de sa petite-fille, Nikki Whitehead. L'une des grandes qualités d'un enquêteur spécialisé dans les homicides est de savoir séparer les émotions des faits. Pour y arriver, il faut se concentrer sur la base, c'est-à-dire le mobile, les moyens et les circonstances. Dans certains cas, ce n'est pas si évident. Della est convoquée au poste pour un interrogatoire, mais se présente 6 heures plus tard. La première fois qu'on l'a interrogée, je n'ai fait que discuter avec elle. Je lui ai dit, « Qu'en pensez-vous? Est-ce que Robert ou Joe auraient pu faire ça? Ou est-ce qu'un autre nom vous vient à l'esprit? » Interroger les membres de la famille, c'est très difficile. On doit protéger notre enquête. Et on doit être conscient qu'on a affaire à des victimes potentielles. Mais comme ces victimes ont survécu, l'une d'elles peut être le tueur. Les enquêteurs doivent non seulement déterminer où Della se trouvait au moment du meurtre, mais également si elle avait pu le commettre. C'est un meurtre de rage. On le voit par la cruauté de l'attaque et le nombre de coups de couteau reçus par la victime. Le corps de Nikki faisait état de la rage immense et du sadisme de la personne qui avait prémédité ce crime. C'était une bagarre. Les capacités physiques de Della étant limitées, ils examinent son alibi. Notre enquête sur Della nous a permis de déterminer qu'elle était ailleurs au moment où l'on croyait que l'incident s'était produit. Nous avons donc rayé Della des suspects potentiels. Mais en examinant la dynamique de la famille, ils découvrent une nouvelle piste. On a appris que d'autres incidents s'étaient déjà produits à sa maison. On avait reçu un appel de chez elle. En arrivant, j'ai vu Nikki sortir du garage en criant. Elle avait des marques sur le cou et des éraflures sur les bras. On aurait dit qu'elle s'était battue. L'agente Myra Scroggs tente de calmer Nikki. Quand on intervient dans une situation familiale où il y a eu une altercation physique quelconque, les gens sont dans un état d'agitation extrême. Ils sont bouleversés, ils pleurent, ils crient, ils tentent de nous dire ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est arrivé avec Nikki. En larmes, elle révèle qui l'a attaquée. Les filles lui avaient sauté dessus. Quand je leur ai parlé, elles n'avaient aucune émotion. Leur visage était impassible. Elles étaient en colère. Il n'y avait aucune marque sur leur corps. C'était alarmant de les voir aussi stoïques. Je fais ce métier depuis assez longtemps pour savoir qu'on ne peut pas être aussi calme. Surtout pas à 14 ans après une dispute avec notre mère. Après leur comparution pour l'agression contre leur mère, les filles sont retournées vivre avec leur arrière-grand-mère. Mon intuition me disait que ce n'était pas normal, que ce n'était pas terminé. L'attaque contre leur mère 2 ans avant sa mort les positionne comme de nouvelles suspectes. Au départ, on avait une chronologie très claire qui
qui avait été établi par les jumelles. Elles étaient parties à l'heure habituelle, étaient allées à l'école, et à leur retour, elles avaient trouvé le corps de leur mère. La découverte des antécédents violents des jumelles pousse les enquêteurs à examiner leur récit de la journée plus attentivement. On cherche des anomalies. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme d'habitude ce jour-là? Initialement, les jumelles nous avaient dit qu'elles avaient raté l'autobus, qu'elles avaient marché et avaient eu un retard de seulement 15 minutes. J'ai donc déployé mon équipe d'opérations spéciales. La maison est à environ 4 km de l'école secondaire. Mes agents ont fait le trajet à pied, en recherchant les caméras de surveillance entre la maison et l'école. J'ai demandé à notre agent en milieu scolaire de nous fournir la vidéo de l'école. La caméra de surveillance de l'école montre qu'elles sont arrivées à 10h15. C'est près de 2h30 plus tard que ce qu'elle nous avait dit. C'était notre première anomalie. That's a lie. How many times have you lied to me? Les seuls récits qui comportaient des trous et des mensonges, c'était celui des jumelles. Leur version des faits étant maintenant remise en question, la police se penche de nouveau sur le compte-rendu des 24 dernières heures de la vie de leur mère. Notre premier soupçon envers Joe nous avait été donné par les jumelles. Elle nous avait dit que Nikki s'était disputée avec lui le soir avant le meurtre. Nous avons obtenu un mandat pour consulter les registres téléphoniques et nous avons appris que ce n'était pas à Joe qu'elle parlait, mais à un ami proche, considéré comme un membre de la famille. Nous avons joint cet ami et il nous a dit qu'il avait parlé non seulement à Nikki, mais aux deux jumelles, et il croyait que tout allait bien. Il ne se serait jamais douté que quelques heures plus tard, Nikki serait morte. Ils s'aperçoivent que depuis le début de l'enquête, les jumelles sont aux commandes. Elles tenaient tant à quitter cette maison et à reprendre leur style de vie d'avant qu'elles auraient fait n'importe quoi. Elles étaient prêtes à mentir pour qu'on les prenne pour des victimes. Mais est-ce un motif suffisant pour tuer? Elles pouvaient faire absolument tout ce qu'elles voulaient à la maison de Della. À l'inverse, leur mère leur imposait des règles, un couvre-feu et des limites quant à ce qu'elles pouvaient faire. Nikki était stricte avec elle. Nikki voyait bien que c'était deux belles jeunes filles qui commençaient à s'intéresser aux garçons et aimaient un peu trop faire la fête. Elle était consciente de la situation et de ce qui se préparait, comme pour tous les jeunes de cet âge. Elles sont très manipulatrices. Elles savent ce qu'elles font et ça les a bien servies dans leur enfance. Mais en vieillissant, elles sont entrées dans le monde des grands et ça a tout changé. Maintenant que les projecteurs sont braqués sur les jumelles, les enquêteurs découvrent un élément clé caché parmi les preuves recueillies sur la scène de crime. On a trouvé un journal. Celui-ci décrivait en détail les sentiments de Jasmia et de Tasmia à l'égard de leur mère. Elles étaient malheureuses, furieuses contre elles. Et dans leur journal, elles avaient noté de façon détaillée ce qu'elles avaient l'intention de faire. Une des jumelles avait écrit « Si on veut retourner chez Della, il faut que ce soit bientôt. » Et l'autre avait répondu « Oui, elle doit disparaître. »
La police détient maintenant une preuve écrite impliquant les filles jumelles dans le meurtre de Nikki Whitehead. Les filles avaient compris que c'était définitif, qu'elles allaient devoir vivre avec leur mère. Alors, elles ont pris leur décision, qui était de tuer leur mère. Pour le moment, ce n'est qu'une théorie qui reste à prouver. À l'autopsie, on a découvert un poil. Il était coincé entre les dents de Nikki. Et une analyse a révélé que ce poil appartenait à l'une de ses filles. Ce qui était intéressant, c'était que le poil se trouvait entre les dents de Nikki. Ce n'est pas un endroit où on s'attendrait à trouver de l'ADN appartenant à un proche ou à quelqu'un avec qui la victime cohabitait. Trouver de l'ADN, c'est important, mais il faut savoir interpréter ce que ça signifie vraiment. Ce fait rappelle aux enquêteurs un détail qu'ils avaient remarqué à leur première rencontre avec les jumelles. On a remarqué que l'une d'elles se mordait le bras. Et bien sûr, on lui a demandé pourquoi. Elle a répondu qu'elle se mordait toujours quand elle était nerveuse. On a examiné la morsure et on a constaté qu'il y avait un espace entre les deux traces de dents du devant. Nikki avait justement un petit espace entre les incisives. On a fait faire un moule de la dentition de Nikki pour le comparer à la morsure. Et l'odontologiste a dit qu'il était probable que Nikki ait mordu sa fille pour se défendre pendant qu'elle la tenait par derrière, dans l'espoir de se libérer. La morsure a été déterminante. Je crois que Nikki l'avait laissée pour nous. Le 21 mai 2010, les jumelles sont arrêtées juste avant la fin de leurs études secondaires. Confrontées aux preuves, elles finissent par faire de troublants aveux devant la caméra et révèlent ce qui s'est réellement passé. Au début de la journée, les filles se sont levées, se sont préparées pour l'école et se sont disputées avec leur mère pour une raison banale. Les garçons, le couvre-feu, quelque chose dans le genre. Elles lui en voulaient peut-être d'avoir dû renoncer à leur vie chez leur grand-mère, où il n'y avait ni règles ni restrictions, et d'être obligées de vivre avec leur mère qui leur imposait un tas de choses. En tout cas, le climat était hostile dans la maison, et leur relation allait de mal en pis. Ce matin-là, une bagarre a éclaté. She just screamed out and stopped. I had her hands, she has her feet. Kind of like a joint effort. Les filles, à 16 ans, avaient à peu près la même carrure que leur mère, qui était plutôt petite. Nikki s'est battue pour sa vie. Sa fille l'a étranglée par derrière et elle s'est défendue comme elle le pouvait. Comme elle était seule contre les jumelles et qu'elle n'avait pas d'armes, elle a essayé de s'en sortir. Elle a mordu sa fille pour tenter de lui échapper. Elles se sont mises à poignarder leur mère à répétition. I think I picked up the knife and I stabbed her. It was multiple times. Dans la tête, dans le cou, dans la poitrine, dans le dos. She's just bleeding, her head bleeding, I guess from the face. And she's just bleeding everywhere. Blood on the floor. Puis, comme si de rien n'était, les jumelles vont à l'école. Dans le corridor, une des filles s'est approchée de la poubelle. On ignore si c'était le couteau. Quand on a vu la vidéo, les poubelles de l'école avaient déjà été vidées. On ne le saura jamais. À un moment,
Elles ont tenté de plaider la légitime défense, mais c'était complètement ridicule. Personne n'aurait cru à une histoire de légitime défense, vu l'état dans lequel se trouvait la maison. C'est à ce moment que j'ai compris que les filles étaient des sociopathes. Comment peut-on tuer sa mère, aller à l'école, poursuivre sa journée comme si rien ne s'était passé, puis rentrer et prétendre l'avoir trouvée comme ça? C'est dur d'imaginer que ses propres enfants ont pu lui faire ça. Ça fend le cœur, vraiment. En échange d'un aveu de culpabilité, le tribunal offre aux filles une peine plus clémente, 30 ans chacune pour homicide volontaire. Les filles seront dans la quarantaine avancée à leur sortie de prison, et je crois que c'est juste. Selon moi, ces deux jeunes femmes étaient malfaisantes. La plupart des gens ne veulent pas croire qu'on puisse trouver une telle violence chez des filles de 16 ans. Mais maintenant qu'elles ont plaidé coupables, qu'elles sont derrière les barreaux et que justice a été rendue pour Nikki, c'est plus facile de tourner la page. Elles sont là où elles doivent être. Ça me fend le cœur, parce que Nikki m'avait parlé de ses filles, de leur potentiel, de leur intelligence et de leur beauté. Je suis désolée que Nikki ait échoué. Elle faisait de son mieux. C'est injuste. Son amour pour ses filles n'aurait pas dû lui coûter la vie.